Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Ce vendredi, nous recevons Amira Mihailescu, Madame Francophonie au sein du ministère roumain des Affaires étrangères, au grade de ministre plénipotentiaire. Diplomate de carrière, Amira Mihailescu a auparavant occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de ce même ministère et a une longue expérience des affaires européennes et internationales. Alors, avec elle, nous allons évidemment parler de francophonie, mais pas seulement. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au micro de RFI. Je crois que c'est une première. Hein, oui, en effet, c'est une première et je suis très contente en tant que francophone que mon première interview se passe sur une chaîne où on parle français. Oui, ben, écoutez, il fallait que ça se passe. Alors, au sein du MAE, donc le ministère des Affaires étrangères, vous êtes depuis 2022 la correspondante nationale de la francophonie, hein, vous me dites si je me trompe. Alors, quel est le but principal de votre mission? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière? Vous avez des objectifs à tenir? Bon, j'ai deux grandes priorités. Une est faire valoir le rôle de la Roumanie au cadre de la francophonie au niveau des 88 États et gouvernements membres associés observateurs de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr. Et la deuxième priorité, c'est de faire valoir la francophonie et ce que la Roumanie apporte à la francophonie au niveau des citoyens roumains. Donc, la première chose que j'ai fait quand j'ai pris cette fonction, c'était de mettre en place un réseau de points de contact, disons, au niveau des institutions roumaines, mais aussi au niveau du groupe des ambassadeurs francophones à Bucarest, au niveau du secrétariat de l'OIF, et au niveau des autres institutions et représentations francophones qu'on a ici à Bucarest, parce qu'on est bien gâtés de ce point de vue. Bucarest accueille, héberge et accueille la représentation régionale de l'OIF pour l'Europe centrale et orientale. Bucarest accueille... qui est, pardon, excusez-moi, je vous coupe, qui est dirigé par Eric Pop, qui est souvent venu à ce micro. Oui. Exactement, et avec elle, j'ai une extrêmement bonne relation de travail. Nous avons la direction régionale de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, pour l'Europe centrale et orientale, qu'on héberge toujours ici à Bucarest. Dirigé par mon cher ami Mohamed Ketata. Nous avons récemment ouvert la Maison de la francophonie sur le campus de l'Université Polytechnique. Donc voilà la présence. Nous avons RFI, bien sûr, Radio Roumanie internationale avec la section française. Nous avons un réseau universitaire francophone incroyable en Roumanie que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai pris mes fonctions. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est la plage de manœuvre pour moi est extrêmement généreuse à Bucarest. Puis il y a l'Institut français également. Bien sûr, l'Institut français. L'ambassade avec qui vous avez beaucoup de relations. Évidemment. Donc, c'est une mission ample avec plusieurs, disons, canaux que vous devez bien entretenir. Est-ce que, comment, sur ces dernières années, depuis 2 ans, comment vous avez vu certaines choses évoluer et comment vous avez vu qu'il y avait des efforts à faire dans certains domaines? Bon, on a eu la chance d'avoir des années extrêmement riches au niveau de la francophonie. L'année passée, on a célébré 30 ans depuis notre adhésion à la francophonie institutionnelle, ce qui a occasionné des événements à haut niveau. On a accueilli 2 fois la secrétaire générale de la francophonie à Bucarest en mars et en octobre.
Il y a eu des événements placés sous le haut patronage du président de la Roumanie, dont la conférence qu'il a ouverte avec la secrétaire générale sur la francophonie éducationnelle et scientifique et le développement durable, l'inauguration de la maison de la francophonie. Et cette année, notre agenda est aussi chargé. Donc, je dirais que ça tourne à plein feu les rouages francophones à Bucarest. On a extrêmement beaucoup de plans pour les années à venir. Et c'était 2 années extrêmement riches. Donc, 2022, on a eu le sommet de Djerba. C'était pour la première fois que la Roumanie a participé au village de la francophonie avec un pavillon organisé par le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme et l'Institut culturel roumain avec un spectacle. Ça a eu énormément de succès. Donc, c'est la première fois qu'on a une participation autre que le ministère des Affaires étrangères au niveau de la francophonie. 2023, c'était l'année anniversaire. Et après, on verra, l'agenda pour 2024 est aussi très chargé. Et comment, parce que la francophonie, c'est évidemment, et pas seulement, on va en discuter, mais une langue, le français, quand on dit qu'elle est en recul en Roumanie, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes en lien avec le ministère de l'Éducation? Je crois qu'il y a eu quelques changements qui favorisent dernièrement le français en tant que seconde langue étrangère, c'est bien ça? Oui, oui, exactement. Moi, je suis très optimiste quant à la pérennité de l'amour pour la langue française et les cultures francophones françaises et francophones à Bucarest, parce que je vois la réalité sur le champ. Nous avons une vingtaine, si je me trompe, une vingtaine de lycées bilingues qui sont labellisés France Éducation. Et nous sommes très contents, extrêmement contents de cette collaboration qu'on a avec l'Institut français et l'ambassade de France. À part les 2 lycées français qu'on accueille à Bucarest, on a plus de 100 filières francophones, complètement francophones, dans les universités roumaines qui accueillent plus de 10 000, ou je n'ai pas les chiffres exacts, ça c'est le ministère de l'Éducation qui les a, mais je sais que c'est des milliers et des milliers d'étudiants francophones qui étudient dans cette filière francophone en Roumanie, des étudiants qui proviennent de tous les pays, de tout l'espace francophone, qui bénéficient aussi de bourses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le ministère des Affaires étrangères a le programme de bourse Eugène Ionescu, qui est complètement financé par la Roumanie, qui est un programme unique au niveau de la francophonie, destiné aux jeunes chercheurs et doctorants francophones. Et puis, il y a les universités qui ont leur propre système de bourse octroyé aux étudiants francophones. Donc, pas qu'aux étudiants roumains. Pas qu'aux étudiants roumains, aux étudiants francophones, surtout en provenance d'Afrique, des pays francophones d'Afrique. Et puis, je vois les concours lancés au niveau de la francophonie qui sont souvent gagnés par des élèves ou par des étudiants roumains. Le ministère de l'Éducation veille toujours à prendre des mesures pour maintenir ou encourager encore plus l'usage du français. Nous avons le plus grand nombre de professeurs de français dans notre région et le plus grand nombre d'universités inscrites à l'AUF après la France. Donc, c'est des signes qui me font rester très optimiste. D'accord, très. Pour vous, c'est quoi la francophonie? Ah, une question intéressante parce que ça touche aussi à mon cœur. Moi-même, je suis une ancienne élève du lycée français de Bucarest, donc je suis liée surtout depuis l'adolescence parce que j'avais 13 ou 14 ans en 89 quand la chute du mur de Berlin est arrivée et en 90 j'étais la première génération qui a fait le bac français parce qu'on a pu intégrer le lycée français de Bucarest.
Donc, pour moi, c'était lié à la liberté de penser, à la découverte d'un autre monde qu'on convoitait en cachette derrière le rideau de fer. J'avais une telle soif d'apprendre et de connaître la réalité. C'est ça la première chose qui me fait penser à la francophonie. La deuxième chose que j'ai découvert maintenant en tant que correspondante nationale, c'est la diversité culturelle qui est une des grandes richesses de la francophonie. Et son évolution au fil du temps, on est parti d'une organisation qui était centrée sur l'usage, sur l'encouragement de l'usage et la promotion de l'usage de la langue française pour arriver à une organisation mûre qui aujourd'hui s'occupe de la politique, des crises. Elle essaie de gérer les crises qui ont lieu dans l'espace francophone et malheureusement ces dernières années, c'est pas peu de dire. Elle a un volet éducationnel, bien sûr, et culturel. Elle a un volet économique très important que la Roumanie aussi essaye d'apporter son aide. Par exemple, dans quelques semaines, on va accueillir à Bucarest, le 27-29 mars, la mission économique et commerciale de la francophonie en Europe centrale et orientale, où des centaines d'hommes d'affaires venus de tous les 98 pays et gouvernements de la francophonie vont avoir l'occasion de se rencontrer, d'échanger, d'établir de nouveaux liens commerciaux et économiques. C'est la première fois que ça se fait à Bucarest? C'est la première fois que ça se passe en Europe centrale et orientale. Oui, cette mission économique, et Bucarest est la première capitale à l'accueillir. Et on espère vraiment que ça va être au bénéfice de tous les partenaires économiques francophones des 5 continents de la francophonie. Alors, Amira Mihailescu, comme vous le dites, la francophonie, c'est aussi une force politique. Je crois que la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie aime aussi promouvoir non pas seulement le français, mais le multilinguisme. Ça, on a peut-être parfois tendance à l'oublier. Est-ce que vous pensez que les jeunes Roumains ont conscience de ce que veut dire, comme vous l'avez bien exprimé, la francophonie au-delà du français? Cette diversité culturelle, cette façon de voir le monde, on va dire ça comme ça, est-ce qu'ils en sont conscients? Et s'ils n'en sont pas suffisamment conscients, est-ce que vous, au sein du ministère, vous essayez de faire passer ce message-là, que la francophonie, c'est une façon de voir le monde? Oui, tout à fait. Parce que dans l'imaginaire... Ce qui peut séduire des jeunes qui sont parfois un petit peu perdus, on va dire. Dans l'imaginaire des Roumains, c'est vrai que le premier réflexe quand on mentionne francophonie, c'est la France. Et ça, c'est lié à notre histoire. C'est comme ça parce que quand les principautés roumaines se sont développées, occidentalisées, c'était grâce à la culture française, à la langue française, à la mode française. Voilà, tout ça a une influence énorme. Et bien sûr, des autres pays européens de langue française, comme la Belgique, qui a inspiré la première constitution roumaine, ensemble avec, bien sûr, la tradition constitutionnelle française. Donc, forcément, c'est le premier lien qu'ils font. Et ça fait partie aussi de mon travail, de expliquer, bien sûr, c'est la francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres. C'est pas seulement la France, c'est pas seulement l'Europe. Elle a une richesse exceptionnelle, culturelle. Et d'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts par exemple, dans le domaine de la mobilité des étudiants, avec toutes les bourses qu'on octroie, et ainsi le fait pour les jeunes Roumains étudiants de rencontrer, d'être collègues avec des francophones de partout dans le monde, c'est aussi une façon d'élargir
leur horizon sur la richesse de la francophonie. D'ailleurs, ce qui me frappe, moi, ici à Bucarest, en Roumanie, de façon générale, c'est que, alors peut-être que les Roumains ont parfois quelques craintes à s'exprimer en français, mais ils le lisent magnifiquement bien, ils le comprennent complètement, et je me dis qu'en une petite semaine ou 2 semaines dans un pays francophone, ils sont parfaitement francophones. En tout cas, il y a peut-être juste voilà, un élan au départ pour nécessaire à s'exprimer. Mais si vous voulez bien, on va maintenant quitter un petit peu le domaine de la francophonie. Comme je le disais en introduction, vous avez une belle expérience en affaires européennes, internationales. Comment vous voyez l'évolution de la Roumanie au sein de l'UE? Le contexte actuel dramatique fait que pour Bruxelles et pas seulement, le pays est devenu très stratégique. Au sein du ministère, et encore une fois au-delà de votre fonction, comment vous voyez cette importance, comment elle est perçue et encore une fois comment elle évolue? Oui, mon premier poste à l'étranger, en effet, c'était notre représentation auprès de l'Union européenne. Je suis arrivée en 2004 et à partir de 2005, la Roumanie était reçue déjà aux réunions à Bruxelles, à l'Union européenne, en tant qu'observateur 2 ans, et à partir de 2017, bien sûr, en tant que membre permanent. Donc, j'ai eu le privilège exceptionnel d'être là au moment de l'entrée, de participer moi-même au groupe de travail auquel j'étais assignée au cadre de la représentation. Et le chemin qu'on a parcouru 30 ans, excusez-moi, non pas 30 ans, 20 ans après, c'est immense. C'est immense. Maintenant, je pense que la Roumanie est arrivée complètement à la maturité au sein de l'Union européenne. Elle est un membre incontournable avec... elle apporte déjà beaucoup de choses. Et par rapport, excuse-moi, je vous coupe, par rapport au contexte notamment actuel de guerre en Ukraine, j'imagine que c'est... Exactement. Ce contexte tragique qui nous entoure et à qui on doit faire face aujourd'hui met en valeur, bon, malheureusement, c'est les termes, je ne trouve pas d'autres termes maintenant pour réfléchir, pour démontrer la situation, mais met en valeur l'Europe centrale, le rôle de l'Europe centrale au niveau européen, au niveau de l'Alliance Atlantique, comme un acteur oui, prévisible, fiable et extrêmement important pour la sécurité européenne et de tous nos alliés. Pour revenir sur vous, qu'est-ce que la carrière de diplomate vous a apporté? Est-ce qu'il a été difficile parfois de combiner votre vie de famille avec votre carrière? Ben, je vais commencer par répondre à la deuxième question pour finir en beauté avec les choses extrêmement positives que ce métier me rapporte chaque jour. Bon, c'était pas facile. En tant que femme, quand j'ai commencé à travailler il y a presque 25 ans au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'était pour une jeune maman comme moi, au poste à Bruxelles, le rythme était infernal. Dans votre premier poste, vous étiez déjà maman? Oui, je suis devenue maman au premier poste, ce qui était une première presque absolue. C'était seulement une collègue avant moi qui avait devenu maman tout en étant diplomate au poste. Heureusement qu'aujourd'hui, après une vingtaine d'années, tout a changé. Donc, il
il y a plus de facilité pour les femmes. D'ailleurs, le ministère... Puis vos enfants ont grandi. Oui, les enfants ont grandi. L'égalité des genres est maintenant réalisée au ministère aussi, au top. Et nous sommes extrêmement contentes d'avoir une femme ministre, une femme qui était diplomate comme nous, qui a passé tous les échelons, qui a travaillé dur. Donc, elle connaît très bien les problèmes dont on a fait face au début de ce métier. Donc, c'était pas facile d'avoir la famille avec des petits-enfants et un job qui nous demande beaucoup d'efforts et d'implication personnelle. Il faut juste trouver un équilibre. Parfois, c'est plus difficile de le voir, mais ne pas renoncer à aucune, ni à la famille, ni au boulot. Il faut juste trouver l'équilibre. On a du mal au début, mais ça arrive avec l'expérience. C'est vrai, les enfants grandissent maintenant. Et comment vous aimeriez que votre carrière évolue? Toujours dans la francophonie? Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous intéressent? Vous aimeriez retourner dans les affaires européennes ou plus internationales? Si vous pouvez nous confier un petit peu quelles sont vos aspirations. J'aime beaucoup la diplomatie multilatérale. Donc, en ce qui me concerne, au moins pour les années à venir, les quelques années à venir, je compte bien rester m'occuper de la francophonie parce que ça me plaît énormément. Et comme je n'ai pas encore répondu à votre première question, quelles sont les choses que la diplomatie m'apporte dans ma vie, parce que je le retrouve exactement au niveau de la francophonie, c'est le plaisir de rencontrer tellement de collègues de partout, de découvrir d'autres cultures, d'essayer ensuite ensemble de construire quelque chose de bénéfique pour tous au niveau de la francophonie, des projets, par exemple, la Roumanie fait des contributions volontaires au fond la francophonie avec elle, ou la société civile pour engager pour les objectifs durables, c'est des fonds de l'OIF où les États membres peuvent faire des contributions volontaires. Donc, le champ de projets, des choses à faire est immense. Et c'est un plaisir de travailler avec les représentants des 88 États et gouvernements francophones en toute diversité, en partageant la langue française. Et en tant que diplomate roumaine, est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, pendant quelques années, d'être détachée et être directrice d'un bureau régional de l'OIF? Est-ce que ça, c'est théoriquement possible? Oui, bien sûr. Ouais. Comme vous savez, les États membres de l'OIF ont la possibilité de proposer des candidatures, mais c'est une décision qui est souveraine pour la secrétaire générale de la francophonie. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Une dernière question qui va intéresser, je suppose, nos jeunes auditrices et auditeurs. Comment devient-on diplomate en Roumanie? Est-ce qu'il y a une seule voie ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Bon, nous avons beaucoup de parcours au niveau du ministère. En ce qui me concerne, j'ai étudié sciences politiques à Bucarest, à l'université de Bucarest, la faculté des sciences politiques, la section en langue française, jusqu'au niveau master. Et puis, j'ai fait un doctorat en droit international sur les missions de la paix de l'ONU. Mais ce que je pense que c'est absolument nécessaire pour être un diplomate, c'est avoir l'ouverture d'esprit, être sociable, être sensible et compréhensible envers l'autre, ouvert et prêt à travailler en équipe, que ce soit avec tes collègues ou avec les collègues, par exemple, au multilatéral. Nous sommes une équipe de 190 membres, par exemple, à l'ONU, ou bien plus grande. Ça, aimer voyager, aimer vivre dans un autre pays,
Donc, ne pas avoir de préjugés, être avec l'esprit ouvert et se réjouir de toute la richesse culturelle que tu peux retrouver dans des pays, des destinations lointaines. D'accord. Mais est-ce qu'on peut devenir diplomate sans nécessairement passer le concours d'entrée du MAE? Non. Non. Donc ça, c'est... Non, il y a un concours à passer. Donc, pour les études, bien, il n'y a pas de restriction. Bien sûr, on privilégie sciences politiques, droit, sciences économiques, mais c'est pas obligatoire. Il faut bien sûr maîtriser 2 langues étrangères, dont une au niveau extrêmement élevé, c'est couramment parler et écrire. Et passer un concours qui est assez dur. Oui. Où sont beaucoup Vous savez combien se présentent chaque année à peu près? Je crois qu'il y a des dizaines pour une place. Enfin, le ratio est très... Donc, il y a un concours écrit, ensuite une interview, ensuite encore un concours écrit. Donc, c'est assez difficile, mais ça vaut la peine. Très bien, Madame la Ministre, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous à RFI. C'était une première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Hein. Donc, vous connaissez la maison. En tout cas, merci maintenant. Et merci de votre venue et bonne continuation. Hein. Nous comptons sur vous pour que la francophonie soit toujours plus présente et active en Roumanie. Merci à vous. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Vous pouvez retrouver cet entretien très bientôt, je crois même dès maintenant, sur la page Facebook de RFI. Et le podcast sera également édité sur notre nouveau site RFI.ro. Je vous invite à visiter notre nouveau site RFI.ro. Voilà, c'est tout. Week-end Plakout. Au revoir.